assez inusité comme parcours au départ parce que je suis née dans la région de Gatineau, du côté du Québec évidemment, mais mon nom de famille c'est Robinson. Je m'appelle Robinson depuis que je vis à Québec, mais avant c'était mon grand-père était écossais. Et donc j'ai été élevée en français, mais avec la fierté de garder le nom de famille prononcé à l'anglaise. Alors, mes premières années, je suis née dans une famille assez à l'aise, puisque mon père était médecin, ma mère infirmière, où on privilégiait beaucoup les études universitaires. Je suis née après un garçon et une fille qui sont tous les deux ont fait des études. Mon frère était médecin et ma soeur était infirmière. Et donc, quand c'est arrivé à mon tour, ça allait de soi que je continuais mes études. La question ne se posait même pas. Alors, j'ai été chanceuse dans ce sens-là parce que je sais que des amis à moi n'ont pas pu faire d'études, pas parce que les parents ne pouvaient pas payer, mais parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Les filles se mariaient à 18, 19, 20 ans. Alors que moi, ça allait de soi que je rentrais à l'université. Je suis rentrée à l'université en droit. À l'Université d'Ottawa, j'ai fait ma licence en droit à l'Université d'Ottawa. J'ai fait 3 ans de licence là-bas et du côté du droit civil, parce qu'il y a 2 sections à l'Université d'Ottawa. Il y a la section droit civil et la section common law. La section common law, c'est pour le droit ontarien, alors que la section droit civil, c'est pour le droit québécois. C'est parce que la faculté de droit était subventionnée largement par le fédéral qu'il y avait une section qui était réservée aux étudiants qui voulaient faire leurs études pour pratiquer au Québec. Et à la suite de ma licence en droit, après 3 ans d'études à l'université, qui prend mairie prend pays. Je me suis mariée avec un collègue de ma classe qui était québécois, qui venait de la région de Québec. Et spontanément, on a voulu faire le barreau et faire le stage du barreau au Québec, à Québec. Je ne connaissais pas beaucoup la ville de Québec. J'y étais venue en touriste avec mes parents, mais je n'avais jamais vécu à Québec. Et je suis arrivée ici et j'ai fait mes études au barreau. C'était une année d'études complètes avec un stage de 8 mois dans un bureau d'avocat. Alors j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour pouvoir être inscrite au barreau du Québec. Et quand j'ai eu fini mon stage dans un bureau d'avocat de la ville de Québec, il était entendu, encore une fois, qu'il était impossible pour une femme de rester à l'emploi de ce bureau. En fait, le bureau, un des patrons du bureau m'avait fait venir dans son bureau pour me dire « Écoutez, madame, on ne peut pas se permettre de vous garder et d'avoir à vous laisser aller une fois par année ou une fois par 2 ans pour avoir des enfants. On n'a pas assez. Ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas vous garder. Vous devez aller ailleurs, faire autre chose. » Et je me suis cherché un emploi. J'ai cherché pendant 5-6 mois au moins dans la région de Québec, dans les bureaux d'avocats. Il n'y a personne qui voulait nous embaucher. C'était un milieu d'hommes. Alors, je me suis tournée vers la faculté que je ne connaissais pas, puisque j'avais fait mes études à Ottawa. Et j'ai voulu faire ma maîtrise en droit. Alors, j'ai rencontré à l'époque le doyen de la faculté qui, de fil en aiguille, m'a offert un poste de professionnel à la faculté. Alors, je suis devenue, du jour au lendemain, directrice des étudiants de la faculté de droit de l'Université Laval. Il y avait la double promotion à l'époque, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais à ce moment-là, il y a eu
changement, le bac SR qui était devenu le diplôme d'études collégiales. Et donc, de 3 ans, on passait à 2 ans d'études après le secondaire, l'école secondaire. Alors, ça veut dire qu'une année, il y a eu double promotion. Il y a eu les étudiants qui étaient inscrits encore au bac, qui finissaient leur bac SR, et les étudiants qui finissaient leur DEC, qui sont sortis en même temps et qui sont rentrés à l'université en même temps. Donc, les facultés, les étudiants, le nombre d'étudiants a doublé en l'espace d'un été, en fait. Et donc, il fallait, la gestion des étudiants devenait de plus en plus compliquée, ce qui fait qu'à la faculté de droit, on a pensé embaucher quelqu'un pour faire le tampon entre les profs et les étudiants. Et c'est ce que j'ai fait pendant quelques années, jusqu'à une grève d'étudiants qui a été particulièrement difficile. On est dans les débuts des années 70. Je suis rentrée à la faculté en 1970. Alors, on est dans les débuts des années 70. Le mouvement étudiant est très fort et il y a des grèves. Il y avait des grèves chaque année, mais cette année-là en particulier, ça a été une grève extrêmement difficile qui a duré plusieurs semaines à la faculté de droit. Et pour aplanir le tout, on a modifié le programme et on a modifié la gestion en général la gestion des dossiers étudiants, si je peux m'exprimer ainsi. Mon poste devenait pas inutile, mais moins important. Et donc, le doyen de ce moment-là m'a offert un poste de professeur, ce que j'ai accepté. Il faut penser qu'au début des années 70, il y avait très peu de professeurs de droit qui avaient leur doctorat, qui commençaient à enseigner avec un doctorat. Ils obtenaient parfois maîtrise de doctorat pendant les premières années de travail. Alors, j'ai accepté ce poste-là. J'ai accepté le poste de prof. Et pour compléter, évidemment, je ne pouvais pas rester avec juste une licence en droit et un barreau. J'ai fait la maîtrise en éducation parce que j'avais une préoccupation dans l'enseignement du droit, une grande préoccupation dans l'enseignement et l'évaluation des étudiants. Et par la suite, j'ai fait une maîtrise en droit, ce qui m'a permis d'avoir une équivalence de doctorat et de pouvoir faire une carrière complète comme professeur à l'université. C'est mon parcours qui était un peu atypique, mais qui s'est avéré être un parcours gagnant finalement. C'était au bon vouloir du doyen. C'est le doyen qui avait un droit de vie ou de mort pour les professeurs. On était embauchés, il n'y a pas de comité de sélection. C'est un coup de dé finalement. On était présent ou on était proche de la faculté où on venait de finir une maîtrise, parce que j'ai des collègues qui ont été embauchés de cette façon-là avec un mémoire de maîtrise qui collait avec un cours qu'il y avait à donner. Donc, on l'embauchait parce qu'on considérait qu'il y avait une compétence puisqu'il venait de finir un mémoire de maîtrise. C'était vraiment... et on avait aussi, au niveau salarial, il n'y avait pas d'échelle salariale, donc on avait des salaires. On ne pouvait pas vraiment savoir si on avait le même salaire que le collègue d'à côté, en fait. Et donc, de 71 à 76... ce qui a été plus difficile pour moi, c'est que j'ai eu 3 enfants pendant cette période-là. Et il n'y a pas de congé de maternité. Alors, soit on s'arrangeait pour accoucher l'été, ou soit on enseignait jusqu'à quelques jours avant l'accouchement et on revenait
à la faculté une semaine ou deux après l'accouchement. On n'avait pas vraiment le choix. Et pour vous donner un exemple, mon troisième enfant, qui est un garçon, j'ai accouché le 21 janvier et j'ai corrigé des examens de reprise sur mon lit d'hôpital. J'étais en travail. J'étais déjà hospitalisée pour l'accouchement. J'ai fini de corriger les travaux, les examens de reprise des étudiants et j'ai repris l'enseignement 4 semaines après l'accouchement. Comme si de rien n'était, devant des amphithéâtres qui parfois, à l'époque, c'était 150, 200 étudiants. C'était difficile parce qu'il n'y avait aucune possibilité de pratiquer, je mets entre guillemets, la conciliation travail-famille. C'était, tu mets le pied à la faculté, t'es plus une femme, t'es plus un homme, t'es un professeur d'université et on veut surtout pas savoir s'il y a des problèmes chez toi. Avec les enfants ou pas. Alors, la plupart de mes collègues ne savaient même pas que j'avais des enfants. C'est vous dire comment on se comportait comme des purs esprits quand on arrivait à la faculté. Heureusement, à partir de 1976, avec la convention collective, il y a eu, à ce moment-là, ça a été une grande victoire pour les femmes de l'université parce qu'on a eu un congé de maternité qui a été négocié au moment de la première convention collective. Et ce congé de maternité m'a permis à moi de faire un 4e enfant avec la convention collective et donc d'avoir un congé bien mérité, là, mais qui a duré presque 6 mois pour mon 4e enfant. Les moments de grève que j'ai passés, les moments où je faisais du piquetage avec les collègues d'abord j'enseignais au Deconinck, la faculté les bureaux étaient au Deconinck, alors j'ai côtoyé beaucoup de collègues d'autres facultés ou d'autres départements sur les piquets de grève. Le matin, mon heure à moi, c'était de 8h à 10h pour faire du piquetage. Et j'ai côtoyé beaucoup de personnes, ce qui m'a apporté une plus grande ouverture sur ce qui se passe à l'extérieur. Jusqu'à ce moment-là, j'étais concentrée, j'avais été concentrée sur mes études en droit, mes études en éducation, mes travaux et ma famille, mes enfants en fait, pas ma famille élargie parce que j'habitais la région de Québec, j'étais toute seule de ma famille, mais j'avais quand même des enfants, je m'occupais de mes petits, de mon chum, etc. Alors j'avais pas beaucoup d'ouverture sur autre chose. Et mon militantisme est revenu parce que quand j'étais plus jeune, j'avais été très militante au collège où j'ai fait mon bac ès arts, mais c'est comme revenu le militantisme. Et sur les piquets de grève, on avait beaucoup de discussions de ce type-là, beaucoup de discussions de gauche finalement, et ça a fait que c'est comme ça que je suis devenue plus ouverte et j'ai découvert que j'avais des affinités avec des gens qui enseignaient d'autres matières que le droit et que j'avais peut-être moins d'affinités avec mes collègues de droit que je pouvais en avoir avec des collègues de d'autres facultés parce que j'ai pas nécessairement. C'est pas parce qu'on enseigne le droit des personnes, le droit de la famille, qu'automatiquement, on a de grandes connaissances en droit fiscal, par exemple, ou en droit criminel. Des matières qui m'intéressaient plus ou moins. J'ai fait mon cours en droit, mais je me suis jamais arrêtée à étudier la question du droit fiscal, mettons. C'est à titre d'exemple. Alors que si je travaille en droit de la famille ou en droit des personnes, puis que je rencontre des gens qui sont en sciences politiques ou en sociologie, bien, veut pas, on a des points en commun, ne serait-ce que les droits des femmes, qui a été pour moi après mon cheval de bataille, après le syndicalisme, ça a été
dans ce domaine-là que j'ai travaillé le plus, le droit des femmes, et par conséquent, j'avais plus de chances de développer une expertise en droit des femmes dans l'interdisciplinarité qu'avec des collègues de droit. Moi, je l'ai senti beaucoup comme ça. C'est là où on est devenu militant pour plusieurs, mais c'est là aussi où on est devenu interdisciplinaire pour beaucoup de professeurs. Surtout pour les collègues qui étaient dans des bâtisses, comme le Deconninck finalement, qui regroupe énormément, beaucoup de disciplines. On a développé beaucoup de complicité. J'ai développé beaucoup de complicité avec des collègues, des femmes ou des hommes, mais c'était surtout au niveau du militantisme syndical qui était en pleine effervescence au Québec. Là. Je fais pas de... j'invente rien. Là. C'est les belles années du syndicalisme québécois. Les années 70 et le début des années 80, en fait. En fait, j'ai d'abord été élue présidente du comité, c'est-à-dire déléguée syndicale de ma faculté. J'allais beaucoup aux réunions et des collègues m'ont proposé, puis j'ai accepté le poste de délégué syndical de la faculté. Dès les premières années, 78, 77, 79 à peu près, pendant 2 ans, parce que tout de suite après, au conseil syndical, évidemment, quand on est juriste, on est toujours repéré pour faire des petites job-in légales, et il y avait besoin de quelqu'un au comité des griefs. Alors, j'ai accepté d'aller au comité des griefs du syndicat. C'est comme ça que je suis rentrée, je me suis rapprochée en fait de l'exécutif du syndicat. D'abord comme délégué syndical de la faculté, puis ensuite comme membre du comité des griefs. Et j'ai plaidé quelques griefs, mais c'était pas vraiment c'était pas ma hache, là. J'ai jamais été une plaideuse. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai jamais voulu pratiquer le droit, justement parce que pour moi, c'est trop. Il faut trop être conciliant. Et je ne suis pas une personne conciliante. Je suis plutôt quelqu'un qui avance et qui défonce. Alors, c'est sûr qu'au comité des griefs, ça pouvait aller si je n'étais pas en train de plaider un grief pour un collègue. Ça peut aller quand on exige quelque chose ou qu'on fait des représentations auprès de la partie patronale, mais devant un arbitre de grief, c'est un procès en fait. Alors ce côté-là était plus complexe pour moi. Et on m'a proposé de me présenter à la présidence du syndicat. J'avais 38 ans. J'étais au comité des griefs. J'avais été, probablement, les gens m'avaient vu aller, d'une certaine façon. J'ai accepté, avec l'impression que je ne serais pas élue. J'ai accepté parce que pour moi, c'était quelque chose qui était important. Important pour moi aussi, en fait. C'est pas juste important pour la communauté universitaire. Oui, pour la communauté universitaire, parce que j'étais une femme et j'étais jeune, mais aussi pour moi, parce que j'étais une femme et j'étais jeune, puis que j'avais envie de nouveaux défis, et j'ai été élue.
fait, c'était quand même un milieu qui était beaucoup plus ouvert que le milieu juridique. Là. Ce que j'ai décrit avant, là, ça ne se présentait pas à l'université. Surtout avec les conventions collectives, la question ne se posait pas du tout de cette façon-là. C'est un milieu très ouvert et pour moi, ça devenait, comme j'ai dit tantôt, un défi à relever. J'aimais ça, ça me tentait, j'avais le goût, j'avais envie de sortir un peu du contexte strictement de l'enseignement et au niveau familial, la question était possible, c'est-à-dire par rapport à mes obligations familiales, c'était quelque chose qui était possible. J'avais entre-temps divorcé du père de mes enfants et je vivais en couple avec un garçon qui avait choisi de rester à la maison. C'est un choix qu'il avait fait tout à fait consciemment et ce qui m'a permis à moi de me lancer dans une carrière un petit peu plus politique que l'enseignement, la recherche et la participation à l'université. Je le vois comme c'était emballant dans le sens qu'on était jeunes, j'avais 40 ans, 38, 40 ans, on était jeunes, on avait le vent dans les voiles, on avait la possibilité, il n'y avait pas de limite jusqu'à temps qu'on ait ces deux lois qui nous stoppent un peu dans nos élans, si on veut. La négociation de la convention collective pendant la période où j'ai été présidente a été une négociation. On a conservé nos acquis. Et c'était ça, surtout au niveau normatif. Au niveau salarial, on sait bien finalement, on ne l'a pas conservé parce qu'on a eu une coupure de 20%, mais au niveau normatif, c'était ce qu'on voulait. Ça faisait pas longtemps, là, la grève c'était en 1976, on est en 82, c'est à peine 6 ans plus tard. Et donc, la négociation a porté surtout sur... la partie patronale voulait nous faire renoncer à certains acquis au niveau des avantages sociaux, des congés. Et on a réussi à conserver tous nos acquis. Et pour moi, c'était mon mandat. C'était le mandat que l'exécutif du syndicat s'était donné, c'était de ne pas aller en deçà de ce qu'on avait négocié avant. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pression déjà à l'époque pour une diminution des acquis. On avait encore une très forte mobilisation. En général, quand on arrive en période où la grève est imminente, en général au SPUL, les gens sont très mobilisés et très présents. Les participations aux assemblées générales ont toujours été extrêmement riches dans le sens qu'on a toujours eu un nombre assez élevé de profs qui venaient aux assemblées générales. Lors de la grève, tout s'est déroulé correctement, mais la grève a duré 2 semaines seulement.
Alors, c'est pas... mais il n'y a pas eu de cours. Le piquetage était fait, était assumé par les profs. Ce qui m'a marqué beaucoup pendant ces 2 années de mandat, la solidarité, oui, absolument. Et je me souviens qu'on a fait une grève de 2 semaines. Et pour moi, ça a été extrêmement difficile parce que à l'époque, j'enseignais aussi à l'Université de Sherbrooke. Il faut dire les choses comme elles sont. Pour arrondir mes fins de mois, j'étais chargée de cours, pas chargée de cours, mais professeur invité à l'Université de Sherbrooke. Alors, on était en grève à Laval et j'avais pas vraiment le choix que d'aller donner mes cours pendant les 2 semaines de grève. Et j'étais présidente du syndicat. Ce qui fait qu'il y a eu comme ça des moments difficiles pour moi pendant mon mandat, mais j'ai des souvenirs impérissables de collègues qui ont été extrêmement présents et qui m'ont aidé beaucoup, beaucoup durant cette période, durant ces 2 années de mandat à la présidence. Et ce que je me souviens beaucoup aussi, c'est toute la question on l'a appelé la piscine, la coupure de 20% des salaires faite par le gouvernement péquiste à l'époque, malheureusement. Et toute la difficulté que certains collègues ont eue pendant cette période-là, parce qu'on a quand même été coupé de 20% pendant 2 ou 3 mois, si mon souvenir est bon. Ça fait un trou imposant. On a beau dire qu'on vit dans un milieu, on est dans un milieu favorisé, mais il reste qu'on a aussi des obligations financières qu'on est obligé de rencontrer, qu'on veuille ou non. Alors ça devient, c'est quelque chose dont je me souviens beaucoup. Il y a toujours eu, avec le sol, on a toujours eu des liens assez étroits avec le sol. Parce qu'il faut dire qu'à l'université, à ce moment-là, les professionnels de l'université n'étaient pas syndiqués, c'était une association. Et puisqu'on n'avait pas de liens syndicaux avec les professionnels, on en avait avec le sol qui, lui, c'est comme une pyramide. Il y a les profs, les professionnels et les employés de l'université. Alors, il y avait comme un bond qui se faisait entre le SPUL et le SOL, c'est-à-dire qu'il allait joindre le SOL. Et donc, les liens ont toujours été excellents. La solidarité était très grande entre les 2 syndicats. Toujours. Et quand le SOL faisait grève, habituellement, les professeurs respectaient les piquets de grève. Mais à l'époque, on respectait toujours les piquets de grève. Ce qui n'est pas nécessairement le cas maintenant. C'est difficile d'expliquer ou de concevoir. C'est difficile de concevoir maintenant qu'on ne franchissait pas de ligne de piquetage à l'époque. Jamais. Même si c'était les employés d'une épicerie qui faisaient grève, on n'allait pas faire nos courses à cette épicerie-là. On allait ailleurs. Mais maintenant, les mentalités sont tellement changées, là, ça se passe plus de la même façon, ça se voit plus de la même façon. Moi, je parle surtout de la collégialité. Ça a été bien intégré. Les comités, la sélection des collègues, les décisions à prendre pour les programmes, les cours, les professeurs étaient présents et leur droit, le droit au chapitre était bien intégré. Et ça a été un des acquis de la grève qui n'a pas été mis en cause au début des années 80. Sur la liberté universitaire, il y avait encore des réticences, mais pas beaucoup. C'était quand même pas quelque chose. On a commencé à mettre en cause, c'est-à-dire à mettre en doute la liberté universitaire beaucoup plus tard, dans les années 80.
fin des années 80, les années 90, à mon avis. Là. En fait, le problème qu'on avait principalement à l'époque, milieu des années 80, c'est le problème du financement des universités. J'ai été 2 ans à la présidente du syndicat et au bout de 2 ans, mon syndicat m'a proposé de me présenter à la présidence de la FAPUC et ils m'ont soutenu et j'ai été élue à la présidence de la FAPUC. Alors c'est comme ça allait dans un contexte volontairement, je voulais faire ce genre de choses. J'ai accepté la présidence de la FAPUC et j'ai négocié avec l'université une sabbatique à demi-temps. Donc, si j'étais à demi-temps sabbatique, ça voulait dire 2 ans et un mandat. Et j'étais présidente du syndicat de la FAPUC, ce qui me permettait de déménager à Montréal avec tous mes enfants. Alors, ça a été aussi une aventure familiale qui a été très bénéfique pour tout le monde, finalement. Dans ce que j'ai fait dans ma vie, ça a aussi été, j'ai mis beaucoup d'énergie à intégrer mes enfants en particulier, mes conjoints, dans ce que je faisais. Alors, pour moi, les enfants ont profité, j'ai voulu leur faire profiter de tout ce que j'ai fait. Alors, ils ont été... c'est une des choses qui me fait le plus plaisir maintenant d'y penser, parce que même au syndicat, c'était pas quelque chose de facile. Il est arrivé à quelques occasions que j'ai été obligée d'aller à des conseils syndicaux comme présidente du SPUL avec mes enfants ou avec 2 ou 3 de mes enfants parce que j'avais pas de gardienne ou parce que il fallait que je les amène chez le médecin après ou quoi que ce soit. Alors, le syndicat, les collègues ont été obligés de faire avec. J'avais 38 ans, j'avais 4 enfants. Et donc, j'étais plus un peu esprit, là. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement important et quelque chose de très valorisant pour moi. Ça m'a aidé beaucoup à continuer à militer, en fait. 10%, puis il y a un 10% qui n'était pas partagé équitablement. Là. Il y avait 10% dont une grande partie était du côté de l'est du campus, alors qu'à l'ouest, il n'y avait pratiquement pas de femmes. En fait, à l'époque, on parlait de l'est, c'était les facultés au Deconinck, éducation, plus principalement, là, particulièrement, alors que l'ouest, c'était les facultés scientifiques. Il y avait à peu près pas de femmes, il y avait beaucoup moins que 10% de femmes là. Alors, c'est vous dire la pauvreté de la représentation des femmes dans les sciences à ce moment-là. En fait, ça a été extrêmement difficile parce qu'on ne discutait pas à l'époque d'un principe qu'on met maintenant de l'avant beaucoup plus facilement. Quand un comité de pairs se réunit pour sélectionner des gens pour un emploi, maintenant on est capable de dire que les pairs qui sont autour de la table, ils vont choisir quelqu'un à leur image. On le documente, c'est beaucoup plus documenté avec les études antiracistes et les études féministes qui ont été faites par la suite. Plus tard, on est maintenant capable de documenter et de faire la preuve que ça s'est produit. Alors que au début des années 80, quand on s'est mis à étudier la question, ben oui, tout le monde avait de la bonne volonté, tout le monde voulait embaucher des femmes, mais la réaction des gens, c'était de dire les femmes ne sont pas présentes, elles ne viennent pas, elles ne présentent pas de candidature. C'était pas vrai, les femmes présentaient leur candidature, mais les personnes qui sélectionnaient les candidatures, c'était des hommes blancs d'âge moyen. Alors,
Ça veut dire qu'automatiquement, naturellement, la sélection se faisait toujours autour de quelqu'un qui ressemblait un peu, qui était un peu à l'image de ce du comité des pères. Mais il aurait fallu que les femmes, les 10% de femmes siègent à tous les comités pour être sûr qu'on brise cette image ou qu'on tente de briser cette image de la sélection des nouveaux pour avoir des femmes, en fait. Ce qui n'était pas possible à l'époque parce qu'il y avait trop peu de femmes. D'une part et d'autre part, on ne savait même pas que ça pouvait se produire. Les études n'étaient pas assez avancées pour qu'on puisse retrouver ce genre de conclusion, en fait. Ça a été ça, mais ça a été aussi grâce à cette réflexion qui a été faite. D'abord, il y a eu toute la question de la féminisation de la convention collective qui a commencé qu'on a commencé à discuter dans les années 84, après la fin de mon mandat. D'une part. D'autre part, il y a eu la création du GREMF, le groupe de recherche multidisciplinaire féministe, qui a vu sa naissance, si vous voulez, autour du syndicalisme et de la lutte syndicale. Parce que si vous regardez les premières femmes qui ont mis sur pied le GREMF, c'était tous des syndicalistes, des femmes qui ont milité dans le syndicat. Alors, le GREMF a été le cœur de la recherche, le cœur le début de la recherche féministe à l'Université Laval. Et heureusement, ça a été une recherche multidisciplinaire dans un premier temps, mais par la suite interdisciplinaire. Il y a eu beaucoup d'interactions entre les différentes disciplines et qui a fait qu'on a eu des ouvertures sur des recherches moins compartimentées. Parce que si on pense par exemple aux femmes qui ont mis sur pied le GREMF, on pense à Pauline Famille, Denise Pichet et Huguette Dagenet, René Cloutier. J'imagine que c'est tous des noms qui font référence dans votre tête au syndicat, parce qu'on les a tous vus cheminer autour, puis il m'en échappe quelques-uns aussi. Ce sont toutes des femmes que moi j'ai rencontrées au syndicat et avec lesquelles j'ai travaillé par la suite au GREMF. Ce qui fait que c'est ma conviction personnelle. Je suis convaincue que le syndicat, le SPUL le fer de lance a été l'occasion de la réunion de ces femmes pour structurer la recherche féministe. C'est ça, les congés de maternité, les congés parentaux, l'équité salariale, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas nécessairement le savoir, mais il y avait des écarts de salaire énormes. Moi, je me souviens à la fin d'une convention, c'est-à-dire à la suite de la signature d'une convention collective, c'est sur la nuit de la signature d'une convention collective, j'ai grimpé de 3 échelons parce que j'avais été mal échelonnée au départ. Alors, j'étais toujours 3 échelons derrière. C'est sûr que j'avais le même salaire que le collègue qui était au même échelon que moi, ça va de soi, mais mon vrai échelon, c'était 3 plus haut. Ce qui fait que je ne suis pas la seule là, cette année-là, cette nuit-là, il y a plusieurs collègues femmes qui ont
qui ont vu leur salaire grimper rapidement, en tout cas. Ça, c'est l'équité salariale, ça a été quelque chose d'important. On a travaillé beaucoup là-dessus. L'accès à l'égalité, avec le comité des pairs et les recherches féministes, ça a aidé énormément. Je pense que le pourcentage de femmes dans les facultés est quand même plus élevé qu'il était à l'époque. Ça veut dire, même s'il n'est pas encore à 50%, il reste qu'il a grimpé un peu. Et finalement, le mouvement syndical a été, aussi bizarrement qu'on puisse l'imaginer, a aidé à faire de la recherche et à arriver à aboutir à traiter de la question du harcèlement sexuel en milieu universitaire. Et ça, pour moi, c'est important parce que j'en ai fait pratiquement 10 ans de ma carrière. J'ai travaillé sur le harcèlement sexuel à l'Université Laval, mais c'est pas le GREMF comme tel qui a eu, qui a permis la recherche ou qui a permis l'ouverture sur cette question-là. Je dirais plutôt les femmes qui étaient syndicalistes. Et le harcèlement sexuel en milieu universitaire, on a rédigé quelques documents avant d'arriver à avoir un premier règlement pour contrer le harcèlement sexuel à l'université fin des années 80. Le harcèlement de la part des collègues versus les professeurs, le harcèlement des étudiants sur les professeurs femmes, le harcèlement entre étudiants aussi. Alors, c'était l'ensemble de la question qui était en cause. Même si je suis à la retraite depuis plusieurs années, j'ai vu, ça m'a surpris. À chaque fois, je me dis, mais est où l'histoire, là? Qu'est-ce qui s'est passé entre nous et maintenant où on impose, le gouvernement vient imposer, c'est pas ses politiques, mais le fait de rédiger des politiques de harcèlement sexuel. Alors que les premières politiques de harcèlement sexuel sont venues de la base. Elles sont venues des profs particuliers. À mon avis, s'il n'y avait pas eu le SPUL, il y aurait moins de 10% de femmes à l'université. Parce que le SPUL, qu'on le veuille ou non, quand on démocratise un milieu, on force le milieu. En se démocratisant, le milieu se pose des questions sur lui-même et constate, et est en mesure de constater les lacunes. Et les lacunes, c'est particulièrement, à l'époque, c'était les femmes. Maintenant, c'est les minorités visibles. Je ne sais pas comment ça va à l'université parce que j'y suis plus. Mais ça a d'abord été les femmes qui ont été considérées, qui en ont profité les premières. Puis on peut se poser la question aussi d'aller un peu plus loin puis se dire les trans en général, les LGBT, les gays, lesbiennes et les trans, est-ce qu'on tient compte de la question présentement à l'université? Est-ce qu'on leur fait une place? Moi, je peux vous dire que j'ai été la première à donner un cours sur homosexualité et droit. J'ai été la première prof d'université à afficher mon changement d'orientation sexuelle. Et j'ai été vue, et ça, là, on est dans les années, fin des années 90, ça fait pas tellement longtemps, et j'ai été étiquetée à cause de cette sortie que j'avais faite auprès d'une journaliste dans le fil des événements.
qui voulaient savoir pourquoi j'étais devenue lesbienne, puis qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie. Et j'avais raconté tout bonnement ce qui m'était arrivé. Et je l'ai fait. Mais si on n'avait pas eu de syndicat, on n'aurait pas eu de sécurité d'emploi. Moi, je l'ai fait parce que j'avais une sécurité d'emploi. Je l'ai fait pour toutes mes collègues pour toutes les personnes qui sont gays, lesbiennes, qui travaillent dans des milieux non syndiqués et qui ne peuvent pas en parler. Alors, si l'université, s'il n'y avait pas eu de syndicat auprès des professeurs de l'université, j'aurais jamais fait une sortie de ce type-là, et je ne sais pas combien d'autres n'auraient pas fait la sortie aussi. En fait, il y en a deux, si on peut dire. Il y en a deux dans le sens... la première, c'est la féminisation de la Convention envers et contre tous, et particulièrement envers mes collègues de lettres qui ont eu énormément de difficultés à l'admettre parce que c'est sûr que ça alourdit un texte quand on dit le professeur de la professeure, ou qu'on dit il et elle, ou ceux et celles, ou Québécois, Québécoises, comme on entend souvent maintenant pendant la campagne électorale. Mais c'est important parce que oui, ça alourdit, mais c'est ça le poids. Il faut reconnaître que si on n'alourdit pas, on nie l'existence des femmes dans le milieu universitaire. Alors, si c'est juste alourdir un texte pour pouvoir reconnaître les femmes, ben c'est pas une grosse perte finalement. Alors, la féminisation des textes à l'université, des textes du syndicat, pour moi, ça a été extrêmement important. Une lutte qui a été très longue et très difficile à gagner parce que c'était pas contre la partie patronale qu'on menait la lutte, c'était contre l'ensemble des institutions de l'université, en fait. Autant au niveau syndical qu'au niveau administratif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'enseignement sexuel, aussi bizarre que ça a l'air, puisque maintenant, on s'en souvient plus, mais à l'époque, il y a même un comité qui avait été mis sur pied par le recteur Gervais à l'époque, dont j'ai été la première présidente d'un comité sur le harcèlement sexuel à l'université, dont j'ai été la première coordonnatrice, en fait. Et on a travaillé beaucoup, on a travaillé très fort. J'ai reçu des plaintes, j'ai traité des plaintes de harcèlement sexuel. Et j'avais l'impression que la porte était grande ouverte et que dorénavant, c'était quelque chose, et ça ne pouvait qu'avancer. Mais malheureusement, il y a eu comme un temps d'arrêt dans cette question, puis là, on revient à la charge. Mais est-ce qu'on revient à la charge parce qu'on a fait la lutte dans la fin des années 80? Sans doute. Sinon, on repartirait d'encore plus loin pour arriver quelque part. Ça, c'est vraiment les choses qui m'ont le plus fait plaisir pendant... À la fois, la féminisation, ça a commencé pendant mon mandat. L'enseignement, ça a commencé un peu plus tard. Ma grande déception, c'est à la fois, c'est l'enseignement finalement. La déception que j'ai, c'est de voir que tout meurt et qu'on n'a jamais, c'est jamais acquis. En fait, les droits des femmes ne sont jamais acquis nulle part. Ça, pour moi, c'est une déception, mais je ne suis pas la seule à avoir la déception. Tout le monde le constate. On ne peut jamais s'arrêter et se dire, bon, ben, fiou, là, on arrête, puis c'est acquis, puis c'est fini, puis on passe à d'autres choses. Alors, c'est décevant dans le sens que c'est toujours à recommencer. On se bat toujours, on reprend toujours le même débat tout le temps. Comme là, on est en pleine campagne électorale, on parle d'avortement, alors que dans les années 60, déjà à la fin des années 70, c'était acquis au Québec. C'était réglé.
c'était réglé partout en fait. Alors c'est la même chose pour l'enseignement sexuel. La vie après le SPUL, le SPUL a été comme le moteur de la locomotive en fait qui m'a lancé. C'est mon premier mandat politique, c'était au syndicat. Par la suite, j'ai été présidente de la FAPUC pendant 2 ans. Je suis revenue à l'université. J'ai négocié une convention collective en 86, je crois. Et j'ai été élue en 87 coordonnatrice du GREMF. Alors, j'ai agi à la coordination du GREMF pendant 5-6 ans, facile. Ça a été l'époque où on a mis sur pied la chaire d'études sur la condition des femmes, la chaire Claire Bonenfant, en fait, la chaire d'études de Claire Bonenfant, dont je suis chercheur associé. D'ailleurs, pour moi, ça a été tout un clin d'œil de la vie quand j'ai décidé de venir m'installer sur la rue Claire Bonenfant cette année. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas être heureuse ici. Après ça, après le GREMF, j'ai commencé à faire de la recherche de façon plus systématique. J'ai eu moins de mandats, c'est-à-dire que j'ai volontairement arrêté de faire des mandats plus politiques et je me suis arrêtée à faire de la recherche sur les droits des homosexuels. J'ai travaillé fort pour le mariage pour les gays et lesbiennes. J'ai fait une recherche qui a été à l'origine du procès des Hendrix, Leboeuf, le premier couple homosexuel qui s'est marié au Québec. C'était mon document de recherche qui a servi de base pour leur procès. Et puis j'ai écrit un roman, oui, un roman en autofiction en fait, dont je suis très fière, et quelques nouvelles, des nouvelles qui ont paru sur des sites internet, dans des revues. J'ai écrit beaucoup de nouvelles. J'ai continué de faire des conférences jusqu'à il y a à peu près 4-5 ans. Mais là, j'ai arrêté complètement. Je me suis attardée plus à m'occuper de mes petits-enfants. J'ai essayé d'avoir du temps pour penser à moi, penser à ma vie, penser à me faire des plaisirs personnels. Puis, je vis avec une femme dont je suis mariée depuis 2005. Ça a été la suite, ça a été la conclusion de la recherche sur le mariage pour les gays et lesbiennes. Et c'est ça, c'est ma vie actuelle.